Cher Oliver, il y a des années, dans la maison d'édition pour laquelle tu travailles, est paru un petit livre de moi dont le sous-titre était « Comment on réfléchit et on parle au sujet d'un virus ». Si j'écrivais de nouveau aujourd'hui sur un virus, sur cet autre virus qui se nomme Corona, je choisirais peut-être un sous-titre analogue, mais je le modifierais un peu. Il deviendrait à propos du fait que l'on réfléchit et parle sur un virus. Le premier sous-titre devait indiquer ceci. Au sujet du virus de l'immunodéficience humaine, HIV, les discours produits étaient certes différents, mais ils se regroupaient aussi selon des modèles discursifs qui en réduisaient la diversité. Il y avait ceux qui, devant les effets dévastateurs du virus, revendiquaient ou réaffirmaient une forme de vie menacée. Et puis, il y avait ceux qui exigeaient une transformation profonde de cette forme de vie, une réélaboration de l'identité gay en fonction de rapports sexuels protégés. Le second sous-titre, à propos du fait que l'on réfléchit et parle sur un virus, devrait au contraire indiquer ce que présupposent de tels discours, qu'ils soient différents ou semblables, à savoir la puissance du virus de les engendrer. Comment on réfléchit et parle à propos d'un virus me paraît aujourd'hui moins caractéristique que le fait qu'on réfléchisse et parle à son sujet de manière aussi constante et infatigable. Rien dans les dernières semaines ne m'a autant frappé que l'interminable défilé ou parade des scientifiques, experts, chercheurs et médecins, des universitaires, artistes et hommes politiques, des sociologues, philosophes, politologues, historiens et acteurs culturels. Sans arrêt, l'un après l'autre, l'un à côté de l'autre, l'un devant l'autre, s'expriment en public sur la nouvelle pandémie dans des publications, des émissions télévisées, des portails Internet. Tous savent quelque chose sur la signification de cette pandémie et de ses effets. Elle doit annoncer la fin du capitalisme, elle fait surgir une nouvelle solidarité sociale, elle ratifie l'état d'exception universel qui réduit la vie à une vie nue. Tout se passe comme si ce cortège des esprits, pareil à celui du savoir absolu, s'était mis en mouvement avant même qu'on puisse parler d'une épidémie, voire d'une pandémie. Les virologues s'efforcent de développer aussi vite que possible un vaccin, un médicament capable de stopper la pandémie, et dans les hôpitaux et hangars médicalisés surchargés, sont en jeu non seulement la vie et la mort, mais des décisions sur la vie et la mort, qui doivent être prises rapidement, car la décision suivante se fait pressante.
Le personnel est aux limites de ce qu'il peut faire et supporter. Les masques, les respirateurs, même les lits manquent. Or, cette activité presque insoutenable, monstrueusement accélérée et à perte de vue, se redouble dans la superstructure culturelle. C'est une explosion de communication qui a lieu. Ce redoublement par l'ardeur affairée de ceux dont la tâche est de réfléchir, n'a-t-il pas aussi un côté comique, comme si l'ardeur en question allait couronner une fois de plus le coronavirus, comme si elle devait refléter ou bien anticiper sa ténacité et sa virulence, s'agenouiller devant lui avec respect pour en même temps le repousser et effacer les traces qu'il n'a pas encore laissées. Si autrefois la réflexion venait à la fin, tel l'oiseau de Minerve chez Hegel, pour porter au concept une expérience, un défi vécu, aujourd'hui elle vient avant le début, avant que l'expérience ait réellement été faite. Or, s'il est vrai que ce qui est en train de se passer est une mobilisation totale de l'esprit, où reconnaissance et déni ne font que un, où tout en étant pris en otage, on refuse de se laisser approcher, si tous les esprits sont au rendez-vous et remplissent leurs tâches, il n'est pas étonnant qu'on ait recours à des modes de réflexion et de discours que l'on reconnaît rapidement et qui très vite participent du lieu commun apaisant, quelque apocalyptique que soit leur ton, et bien qu'ils appellent à la retenue et à la sobriété méditative. Les uns demandent de nouvelles lignes de conduite qui permettent à l'activité de se poursuivre autant que possible et sans à-coups, sans se ralentir trop ni trop longtemps. Les autres invoquent la créativité qui doit justement se manifester en temps de crise pour que son manque de rentabilité ne jette pas le doute sur sa légitimité. Il me semble que ne pourront avoir un vrai rapport à la pandémie que ceux chez qui l'aspect comique dont j'ai parlé déclenche un rire stupéfait. Non un rire de supériorité sarcastique, mais le rire de qui n'en revient pas, qu'on avance si vite alors qu'on ne peut pas encore savoir ce qui a vraiment lieu. Comme si guettait le danger que sans un tel rire, la pandémie aboutisse simplement à la consolidation des tendances sociales dont la dynamique, à première vue, paraît arrêtée. Je te demande, quel genre de distanciation sociale est mise en œuvre par un rire stupéfait, à supposer qu'il met en œuvre quoi que ce soit.